Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler des reins. À ce titre, nous avons invité Madame Colson Anne, qui est néphrologue, active à la clinique de la lithiase à l'hôpital Saint-Jean. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous remercions également le docteur Sam Ward, qui est urologue, également actif à la clinique de la lithiase à l'hôpital Saint-Jean. Il fait plein de choses, il est déjà venu nous voir. Et donc, merci encore d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous avons également la chance d'avoir Madame Alice Poidevin, chargée de campagne et de projet à l'International Society of Nephrology. Donc Bonsoir. c'est quelque chose d'international, c'est pas que pour la Belgique. Non, ça agit au niveau international, donc au niveau mondial. Ah, génial. Ok, donc vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors, on rappelle quand même que l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, qui est à Chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8 et nous répondons également à toutes vos questions par téléphone ou par SMS au 0488 106 800. Alors, ce jeudi 10 mars, c'est la journée internationale des reins. Cette journée du rein existe afin de sensibiliser le grand public à l'importance de prendre soin de ses reins, afin de prévenir notamment l'impact des maladies rénales. Plusieurs centaines de milliers de Belges souffrent d'un trouble du fonctionnement des reins, ce qui peut occasionner des problèmes sévères. Pourtant, la plupart des personnes avec une déficience de la fonction rénale ne ressentent rien et même l'ignorent. La maladie rénale atteint près de 850 millions de personnes dans le monde. L'OMS prévoit une augmentation de la prévalence de cette maladie chronique de 17% dans les 10 ans à venir. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on avait envie d'en parler avec vous. Alors, je vais commencer avec le docteur Closon. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la clinique de la lithiase, parce que nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est. Oui. En fait, la clinique de la lithiase, c'est une collaboration entre plusieurs services dans notre hôpital à Saint-Jean, en fait, pour prendre soin des patients qui ont des calculs aux reins. Il y a en fait deux buts de cette clinique. Lorsque le patient a très mal, il est toujours bienvenu pour se rendre, pour se laisser soigner aux urgences, pour gérer la douleur. Et là, le médecin va aussi évidemment regarder s'il faut faire d'autres examens en plus en ce moment. Et deuxièmement, la clinique de la lithiase est aussi là pour chercher en fait la maladie qui est souvent inaperçue et les maladies qui sont sous-jacentes des calculs de reins. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont peut-être le diabète, d'autres maladies qui peuvent aussi expliquer pourquoi il y a des calculs. Évidemment, pas tous les patients qui ont des calculs ont aussi le diabète, mais c'est en fait pour chercher un peu qu'est-ce qu'il y a comme maladie sous-jacente. Et alors, on fait un bilan complet pour voir pourquoi les gens font par répétition des calculs. Par exemple. Oui, voilà, donc c'est une collaboration multidisciplinaire. Oui, en effet. Alors, il y a évidemment les urologues qui prennent soin des patients avec des calculs pour voir s'il y a une indication pour opérer ou pour d'autres manières, les ondes par exemple. Mais il y a aussi le diététicien qui est super important pour voir un peu comment ça va avec l'alimentation, comment on peut gérer mieux et éviter les calculs, la radiologie, la biologie, le labo et notre service en néphrologie. Ah oui, donc on voit que c'est bien multidisciplinaire. Clairement, oui. Ok, alors docteur Ward, on sait que vous êtes urologue, donc voilà, et donc docteur Closon est néphrologue. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la différence entre ces deux spécialités? Parce que parfois on ne connaît pas trop la différence entre un urologue et un néphrologue. Tout à fait, ça c'est une excellente question. Et en fait, l'urologue et le néphrologue, c'est comme un couple marié. Et notre bébé, c'est le rein. On s'occupe tous les deux du rein et des voies urinaires, mais chacun a sa spécificité. Alors, il faut savoir que les maladies à hauteur du rein, il y a 3 grandes catégories. Il y a tout d'abord la maladie du rein en elle-même, de l'organe même. Mais il y a des maladies
en aval du rein qui peuvent avoir une influence sur le rein. Et puis, il y a surtout des maladies en amont du rein, comme l'hypertension et d'autres qui peuvent aussi avoir un effet sur le rein. Et donc, les urologues, nous, on est en aval. On s'occupe des voies urinaires, de la vessie, de la prostate. Et les néphrologues, ils sont en amont avec leurs collègues internistes et ils s'occupent aussi, bien sûr, des maladies internes au rein. Et je vous rassure, on ne se chamaille pas beaucoup. Il n'y en a pas un qui dit non, je suis sûre que c'est moi, c'est plus chez moi. On collabore au quotidien et c'est ça la force, comme vous voyez, au sein de la clinique de lithiase, mais aussi pour d'autres maladies liées au rein. On collabore, on s'appelle et voilà. Oui, on connaît ça, c'est bien notre quotidien. Les numéros et on se trouve vite l'un et l'autre. Oui. Tout à fait. Quand vous aviez des inquiétudes, chacun va aller vers l'autre en disant tiens, ce serait pas plutôt de ton côté ou parce que les couples mariés, souvent, ils se renvoient la balle. Hein. Donc, je dis ça, je dis rien. Mais on vient juste d'être mariés. Ah voilà, c'est ça, c'est récent. C'est un jeune couple. Ça va alors. Ça. Alors, Madame Poitvin, vous travaillez donc au sein de l'ISN. Quel est votre rôle au sein de cette association et quels sont les objectifs de l'association pour que vous puissiez un peu nous expliquer? Alors, déjà, merci beaucoup pour votre accueil et d'avoir la possibilité de parler ce soir de la Société internationale de néphrologie. C'est une association professionnelle internationale qui consacre depuis 1960 à l'amélioration de la santé rénale par le biais de différents programmes d'éducation, de mise en place de subventions, de la recherche et de programmes de sensibilisation aux maladies rénales. Plus concrètement, elle mobilise à peu près dans le monde 30 000 professionnels de santé qui sont d'une part ses membres et les sociétés nationales et régionales avec qui elle travaille dans le but de réduire la charge des maladies rénales et de fournir des soins de santé optimaux aux patients. Et moi, plus précisément, au sein de cette société, je travaille sur un projet en particulier qui s'appelle la Journée mondiale du rein, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et qui vise justement à sensibiliser et à éduquer le grand public aux maladies rénales. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à cet organe. Hein. Non, pas du tout. Et même moi, avant de travailler, soyons honnêtes, avant de travailler pour la Société internationale de néphrologie, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les reins. Donc, depuis 2 ans que je travaille là-bas, j'en ai appris beaucoup. Et j'encourage vraiment les gens et les auditeurs à se renseigner sur leurs reins. Et puis l'impact aussi, on va le voir, de tout ce que ça peut avoir, parce que dans les reins, il y a, enfin moi là c'est plus le côté psy qui va parler, c'est qu'il y a l'aspect hormonal aussi qui est aussi porté par les reins, et ces hormones, elles peuvent impacter aussi l'humeur, la tristesse, les émotions, etc. Donc on se rend compte que chaque organe a quand même une fonction très très importante, et prendre bien soin de son corps, on ne le redira jamais assez dans cette émission, mais prendre soin de son corps, c'est ultra important pour la santé mentale et vice versa. Donc voilà. Et vous l'avez bien dit au début de l'émission, l'incidence ou la prévalence de maladies du rein va augmenter dans les années à venir, et donc très important de s'axer, comme on dit toujours, sur la prévention. Exactement, donc pouvoir en parler avant pour pas que ça augmente, justement. Peut-être qu'en parlant, on l'augmentera moins, donc ça c'est possible. C'est le début. C'est le début. Alors, Dr Colson, comment est-ce qu'on peut décrire en quelques mots la fonction ou les fonctions du rein? Alors, juste pour en effet encore ajouter un mot sur ce que Sam ici aussi a dit, et Madame Poitvin, en fait, les reins, en effet, ou les maladies rénales, ce sont quand même les maladies non transmissibles les plus négligées. Alors, c'est vraiment bien qu'il y a une organisation qui fait vraiment l'attention sur ça et qui nous aide à dire à tout le monde quelle est l'importance des reins. Mais en effet, les reins, ce sont les organes vitaux. Ça veut dire que, pas de fonction rénale, pas de vie, ça c'est clair. Les reins ils ont plusieurs fonctions. En outre, ils doivent purifier le sang. Alors tout ce qu'on mange et tous les déchets qu'il y en a dans le corps, ça doit passer par, ça entre dans le sang et ça passe par les reins. Et alors chaque jour, 200 litres de sang sont purifiés par les reins, s'il fonctionne bien, évidemment, et cela donne une production d'environ 1,5 litre d'urine, ça dépend un peu combien on boit.
Et la deuxième fonction, évidemment, c'est la régulation de l'eau et des sels. Alors, dépendant de ce qu'on mange, mais aussi de ce qu'on perd. Alors, par exemple, quand on a la diarrhée ou quand on transpire beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Et alors, le corps va essayer, ou les reins vont réguler la perte d'eau. Ils vont alors diminuer l'urine pour que le corps aura de nouveau assez d'eau. Et la troisième fonction importante, c'est aussi la régulation des hormones, comme vous avez aussi dit, mais surtout quelques hormones qui sont tout à fait importantes et vraiment régulées par les reins. C'est en outre le EPO, la rénine, et ils activent aussi la vitamine D. Alors, ils ont tous leurs fonctions. Le EPO, c'est l'hormone qui stimule la moelle osseuse pour produire des globules rouges, pour l'oxygénation de tous les organes. Et la rénine, c'est une hormone qui régule la tension artérielle par réguler en fait un bon équilibre entre l'eau, les sels et la pression artérielle. Et la troisième hormone, en fait, la vitamine D, on le prend par l'alimentation et puis aussi par la peau, évidemment. Mais ce sont les reins qui vont mettre la vitamine D dans une forme active, et comme ça, on peut capter bien le calcium par l'alimentation et le fixer dans les os. Alors, les reins sont aussi super importants pour réguler tout le métabolisme osseuse. Ah oui, c'est quand même, on ne sait pas tout ça, on ne se rend pas compte que ça fait tout ça un rein, c'est incroyable, quoi. Et comme vous disiez, en plus c'est un organe vital, c'est-à-dire pas de rein. Oui. Pas de fonction rénale, pas de fonction rénale. Parce qu'on peut bien avoir deux reins ou même 3. Oui, si on a fonctionne pas. Une transplantation, par exemple, si on a une greffe en plus, mais s'il ne fonctionne pas, voilà, on n'a pas assez, disons, voilà, pas de vie. Oui. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment en prendre soin. Docteur Ward, on sait que les reins se trouvent au niveau du dos. Comment on peut distinguer le mal de rein du mal du dos? C'est vraiment le truc qu'on entend tout le temps. Bon, on casse un peu tous les stéréotypes et tout, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. Donc, Oui, mais c'est une excellente question parce qu'on a beaucoup de patients en consultation. Bah oui, vous devez l'entendre tout le temps. Et Anne sourit et qui viennent, docteur, j'ai mal au rein. Et alors je dois leur décevoir ou leur rassurer que c'est un problème du dos. Donc c'est pas aussi facile que ça, distinguer la douleur provoquée par un calcul, par exemple, ou par une pyélonéphrite, ou une douleur au dos. Alors tout est dans la description des symptômes, et on va poser des questions bien précises. Si c'est une douleur chronique qui est là, présente depuis des mois et des années, qui est majorée par certains mouvements, alors on va bien sûr penser plutôt à une maladie musculaire ou osseuse. Et si c'est des douleurs qui sont apparues soudainement, qui sont très très prononcées, alors on va penser plutôt à une colique. On appelle ça une colique, une douleur aiguë, comme un poignard dans le dos. Et souvent, les patients qui ont déjà eu des calculs, ils reconnaissent tout de suite ils savent ce que cette douleur. Alors moi, j'ai la chance, je touche du bois, j'ai pas encore eu de colique, ma consoeur non plus. Alors je ne sais pas ici, vous, autour de la table, mais toutes les femmes disent que c'est pire qu'accoucher. Oui, ça fait très très mal. Moi, j'en ai eu une fois. Douloureux. Donc voilà, on pose des questions, bien sûr, on examine aussi les patients, et on peut en consultation rapidement effectuer une échographie des reins et vérifier si oui ou non il y a de la pression dans les voies urinaires. Donc l'échographie nous aide vraiment à faire la distinction ensemble avec l'examen clinique. Moi je me souviens qu'à l'époque on m'avait fait passer une petite caméra par devant, donc je ne sais pas si ça se fait toujours, mais on m'avait pas fait une échographie des reins par derrière. Ça c'est pour le traitement, bien sûr. Oui. Alors là on va le traitement chirurgical des calculs. Et ça, ils ont vraiment beaucoup avancé. Et en effet, vous décrivez bien qu'on prend une caméra, on entre par les voies naturelles. Donc, on ne va plus inciser. Non. On n'aura pas de cicatrice. Donc, ça c'est bien. Les patients sont contents. Et donc, on entre avec une caméra à la vessie. Et puis, à l'aide d'un guide, on va monter comme ça à l'urétère. Et puis, on prend notre laser
Les Avec le patients laser. aiment bien le laser. Hein, ça. On fait tout au laser de nos jours et donc on prend le laser et on va pulvériser le calcul. Ah oui. Donc ça, oui, ça on le fait au quotidien. Ça fait partie des traitements. On en Tout parlera à fait, peut-être et après. on en parlera tantôt. Oui, c'est intéressant. Hein. Donc, oui, moi, je me souviens, j'étais toute jeune hein, quand j'ai vécu ça. J'étais une toute petite jeune fille, et c'est vrai que je buvais pas assez. Hein. Donc, on va peut-être parler de ça aussi, de la manière dont on s'alimente. C'est quand même hyper important. Madame Poitvin, l'ISN a lancé la campagne de la Journée internationale du Rhin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste cette journée finalement ? Comme je l'ai dit précédemment, la Journée mondiale du Rhin, elle vise à sensibiliser à l'importance de nos reins et à réduire la fréquence et l'impact des maladies rénales et des problèmes de santé qui y sont associés à travers le monde. Donc chaque année, elle est célébrée le deuxième jeudi du mois de mars. Donc là, on va la célébrer jeudi prochain, le 10 mars 2022. Et chaque année, en fait, de nombreuses personnes et organisations locales organisent des activités d'un point de vue local, comme par exemple des visites de centres de dialyse ou des cours de sport ou des émissions de télévision et de radio comme ce qu'on est en train de faire maintenant par exemple, et qui visent vraiment à sensibiliser le grand public aux maladies rénales. Et chaque année on propose un thème, et notre thème de cette année, donc de l'édition 2022, c'est la santé rénale pour tous, comblons les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales, et elle est vraiment axée sur l'amélioration de l'éducation auprès du grand public, des gouvernements, des personnels de santé et enfin des patients. Ah bah oui, ça serait chouette. Alors, juste après la pause, parce qu'on va partir à la pause, on va parler avec le docteur Colson des pathologies les plus courantes que l'on rencontre. Donc, chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous et je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous dans quelques instants. Bonjour. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. On parle des reins et juste avant la pause, je vous avais promis qu'on parlerait des pathologies les plus courantes avec le docteur Colson. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur cette question-là. Quelles sont les pathologies les plus courantes que l'on va retrouver dans les maladies liées aux reins ? Les reins peuvent être menacés par de nombreux facteurs. Certaines des maladies rénales sont le résultat en fait d'autres maladies courantes, comme le diabète, l'hypertension, les infections urinaires par exemple. Il y a aussi les maladies par exemple génétiques, des maladies auto-immunes, et évidemment il y a aussi d'autres facteurs comme des médicaments. Des patients avec un cancer, par exemple, ils peuvent aussi avoir à un certain moment une insuffisance rénale, comme certains médicaments touchent aux reins aussi. Je crois que ça, ce sont les plus importants, mais surtout les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et le diabète. Ça, ce sont vraiment les plus importants. Et les plus graves. Oui, et les plus graves en général. Bah, ça, je vais pas dire que c'est plus grave que le cancer, mais ce sont surtout des maladies qu'on sent souvent pas aussi, qui sont inaperçues, que voilà, très souvent ils sont diagnostiqués trop tardivement ou trop tard. Hein. Alors ça vraiment c'est un problème et c'est pour ça que un jour mondial comme le 10 mars sera super important et ça de nouveau chaque année on doit répéter ça parce que beaucoup de gens savent. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas que l'hypertension, le diabète, ça peut vraiment être néfaste pour les reins. On n'a pas connaissance de ça. Moi, je l'apprends aujourd'hui. Oui, et surtout, il faut peut-être parler de quelques exemples de médicaments, parce que des médicaments très courants, quand on prend de l'aspirine ou quand on prend l'ibuprofène que tout le monde connaît, ça, oui, c'est bien contre la douleur, mais attention, quand on le prend trop longtemps, ça peut être néfaste pour le rein. Ouais, moi, j'avoue que parfois, j'en consomme à gogo, là, quand on est malade et qu'on doit aller travailler, on prend 2 ibuprofènes le matin, on se dit oui. Ouais. Et c'est vrai que les médecins nous disent souvent attention, c'est mauvais pour l'estomac, mais on nous dit pas forcément que c'est mauvais pour les reins. Donc surtout, non, exactement comme vous dites. Alors les anti-inflammatoires comme ibuprofène, Felden, etc. Ou une marque, pardon. Mais le générique. Toutes les anti-inflammatoires, en fait. Oui, ils sont surtout en règle chronique, et qui peuvent vraiment atteindre les reins, et pas seulement l'estomac ou causer en plus des problèmes cardiaques, etc., mais surtout aussi les reins, oui. Alors il faut les éviter
en général, pour des gens en bonne santé, c'est pas grave d'en prendre de temps en temps. Mais bon, le numéro 1 comme antidouleur, c'est quand même en fait le paracétamol. Il y a moins des effets secondaires au long terme. Et aussi, mais bon, surtout, il ne faut pas le prendre de trop. Évidemment, aucun médicament il faut prendre si ce n'est pas nécessaire. Oui. Ouais, si vous hésitez, parlez-en à votre médecin traitant. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est toujours mieux Ou de le retourner pharmacien. Ou le pharmacien, oui, c'est vrai qu'ils connaissent aussi les pharmaciens. Ouais. Mais le pharmacien, la différence, c'est qu'il veut vendre ses médicaments. Donc, pas nécessairement. ça dépend quel genre de pharmacien vous avez. Mais il peut aussi vendre le paracétamol. Oui, c'est vrai, à la place de le pharmacien, il fait partie de la chaîne de soins. On a eu beaucoup de débats sur la vaccination et la vaccination par les pharmaciens. Mais donc non, les pharmaciens, ce sont des membres de notre équipe. Ben oui. Et on travaille avec eux aussi. La communication est très importante et ils nous aident des fois. Comme médecin, c'est pas toujours facile de voir s'il y a des interactions possibles entre médicaments qui peuvent notamment impacter la fonction rénale. Donc oui, on collabore avec les pharmaciens au quotidien. C'est vrai qu'ils ont une très très bonne connaissance des molécules et donc c'est très important de pouvoir collaborer aussi avec eux. Du coup, je reste avec vous, Dr Ward. C'est quoi la différence entre l'insuffisance rénale et les autres maladies rénales principales? Merci pour la question. L'insuffisance rénale, c'est décrire comment fonctionne le rein. Et donc, plusieurs maladies peuvent provoquer une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale, c'est que la conséquence d'une ou autre pathologie. Et ce qui est peut-être important, mais Anne me corrigera, c'est qu'il y a une insuffisance rénale aiguë, celle qui vient du jour au lendemain, très rapidement, et il y a une insuffisance rénale chronique. Alors nous, bien sûr, tout est comme ma consoeur disait, il faut dépister ces insuffisances rénales aiguës parce que c'est à ce moment-là qu'on peut souvent encore agir. Parce que quand on entre dans la phase d'insuffisance rénale chronique, alors améliorer la fonction du rein est très difficile. Et ce qu'on fait alors, c'est bien sûr prévenir que la fonction rénale va se détériorer en plus. En effet. Donc, et qu'est-ce qui fait qu'elle se détériorerait en plus ? Si on va pas suivre les conseils du médecin et les conseils. Et ça, c'est pour ça que créer des campagnes de sensibilisation, c'est tellement important. Malheureusement, souvent, les maladies chroniques, avant de montrer des symptômes, sont présents depuis des années. Et donc, si on n'adhère pas à la prévention et qu'on va faire une fois par an, par exemple, avec son médecin traitant, un test pour vérifier, alors on ne sait pas. Et alors, on arrive dans la phase où les symptômes sont présents et où il faut essayer de guérir et souvent, c'est trop tard. Ouais. D'où cette augmentation dont vous parliez de 17%. Donc, la prévention, ça vaut la peine. Une prise de sang une fois par an à partir d'un certain âge, ça vaut la peine. Voilà. Oui, donc de pouvoir mieux vous prévenir que guérir, on va dire. Tout à fait. Alors, on doit refaire une petite pause pour le ADN. Donc, chers auditeurs, on vous retrouve vraiment dans 2 minutes, le temps de l'appel à la prière. À tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, nous parlons des reins avec nos spécialistes. Nous avons un urologue et une néphrologue, mais nous avons aussi Madame Poitvin qui est chargée de communication, je pense, pour une association mondiale qui fait de la prévention aussi. Et d'ailleurs, cette année, elle organise, je suppose avec son association aussi, une journée, la journée mondiale du rein. Ce sera ce 10 mars. Elle va nous en dire un tout petit peu plus. D'ailleurs, donc on voudrait savoir quelles sont les actions que vous menez concrètement pour justement sensibiliser à l'importance des reins avec votre association. Merci pour la question. Déjà, nous sensibilisons par différents moyens. On est très présents sur les réseaux sociaux où nous mettons tous les jours des messages de sensibilisation, de prévention et d'éducation sur les reins et les différentes formes de maladies rénales. Je tiens juste à préciser que nous, on est une association internationale, donc on poste en anglais. Du coup, tous nos posts sont en anglais, mais je vous invite à aller quand même les regarder.
Mais sur Facebook, on peut mettre traduire. Oui, il y a la petite option traduire. Donc normalement, si vous y allez, vous pouvez quand même cliquer sur traduire pour voir les posts. Super. Je connaissais pas cette option-là. Si, il y a une option. Et je voulais juste donner un exemple de ce qu'on fait parce qu'on lance des campagnes tous les ans. Et cette année, on a lancé un nouveau challenge sur nos réseaux sociaux qui s'appelle le hashtag #ShowYourKidney. Donc en français, c'est Montrer vos reins, qui consiste à en fait informer le grand public de la position de leurs reins dans leur corps et de leurs principales fonctions. Et en fait, on demande à nos followers ou à toute personne qui souhaite participer à ce challenge d'utiliser leurs poings et de les mettre au niveau de leur corps, de là où ils sont situés au niveau de leur corps, et de prendre une photo d'eux-mêmes et de la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ShowYourKidney. Et c'est vraiment pour informer le grand public, parce que la plupart des gens ne savent pas vraiment où ils se situent. C'est derrière, oui, devant. Et donc ils doivent mettre leur poing dans le dos. Oui, dans le dos, ouais. D'accord, ok. Ouais. Et en fait, c'est juste vraiment pour informer le grand public et des principales fonctions du rein et de là où il se trouve. Et deuxièmement, on agit aussi, notre objectif chaque année, c'est de proposer un thème, un visuel et des outils de communication, surtout pour les organisations au niveau local, pour qu'elles puissent elles-mêmes organiser des activités, comme je le mentionnais précédemment, pour vraiment sensibiliser leur public local aux maladies rénales. Et donc, vous dispatchez un petit peu en fonction des pays, en fonction des régions ? Nous, on produit beaucoup de choses en anglais et notre site internet est aussi traduit dans différentes langues, dont le français. Donc, pour les auditeurs belges, j'encourage à aller voir notre site internet. Donc, c'est le www.worldkidneyday.org et on a une page qui est traduite en français avec le thème qui est traduit en français, avec notre logo qui est traduit aussi en français. Et aussi, on a des toolkits qui permettent aux personnes et aux organisations qui souhaitent organiser une activité d'avoir des outils de sensibilisation. On dispose aussi, s'ils souhaitent organiser une activité, d'éléments pour les aider à organiser ces activités-là. Et aussi sur les réseaux sociaux, on a des textes pour faire des tweets, par exemple, ou des visuels. Ah oui, c'est pas mal. C'est très agréable de faire ce genre de campagne avec des animations ludiques. Oui. Ça sensibilise bien. C'est ce qu'on essaye de faire tous les ans, en tout cas d'un point de vue au niveau mondial, essayer d'engager surtout sur les réseaux sociaux parce que c'est là qu'on voit notre impact en fait. Oui, c'est vraiment pas mal. J'allais revenir vers le docteur Colson parce qu'en off, je disais que moi, j'avais été une fois malade du rein, etc. Et que ce que j'avais appris, c'était qu'il fallait bien boire et qu'il fallait boire beaucoup d'eau et bien boire. Mais est-ce que, justement, il faut attacher une importance particulière au régime alimentaire ? Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique à privilégier pour les reins ou voilà ? C'est la question d'1 million, c'est super important et c'est une question qui beaucoup de patients me demandent évidemment, surtout parce que dès qu'ils entrent chez nous, ils sont inquiets parce que voilà, on le sent pas et on sait pas qu'est-ce qui arrive. Et à un certain moment, le médecin traitant, par exemple, l'envoie chez nous et eux, ils ne savent pas pourquoi exactement parce qu'ils ne sentent pas. Mais l'alimentation, évidemment, c'est super important, mais super important pour tout le monde. Évidemment, le principe de base est et reste, comme en fait tout le monde sait, probablement, il faut avoir une alimentation globalement saine et équilibrée. Évidemment, je veux dire, il n'y a pas vraiment spécifique un régime pour les reins, c'est surtout un régime pour éviter des problèmes de reins. Et ça, c'est une alimentation globalement saine et équilibrée. Alors, ça veut dire boire assez d'eau, alors au moins 2 litres par jour, faire, et ça, c'est pas l'alimentation, mais plutôt la mode de vie, faire assez de sport ou de mouvement, manger pas trop de sel et beaucoup de fruits et légumes et variés. Alors, je crois que si on fait tout ça, ça serait déjà beaucoup. C'est pas tout à fait évident, certainement. Mais ça, c'est surtout pour les gens en bonne santé et pour éviter des problèmes de santé en général. Et une fois que les reins ont été endommagés, là, il faut mieux consulter un diététicien parce qu'eux, ils ont quand même encore une autre compétence sur l'alimentation et il faut quand même souvent prendre d'autres aspects en compte comme par exemple l'hypertension ou
disons, une intolérance pour lactose ou diabétique ou des choses comme ça, des allergies. Hein. Et comme ça, les diététiciens peuvent nous donner beaucoup de conseils pour éviter certaines choses. Hein. Mais il n'y a pas vraiment comment on peut purifier le sang avec la percelle ou d'autres choses. Ça, en tout cas, c'est pas prouvé, mais c'est surtout les règles générales et le principe de base d'alimentation saine. Vous disiez les allergies aussi, donc les allergies alimentaires peuvent impacter le rein aussi. En théorie, il n'y a pas de lien, mais non, mais je veux dire justement si vous avez des problèmes de santé et en plus aussi des allergies à l'alimentation. Ça devient un peu plus difficile souvent. Et alors, un diététicien peut bien vous aider pour ça. Mais non, c'est pas une règle qu'il y a des gens qui ont des allergies pour l'alimentation et qui font plus de... Oui, et Anne, tu parlais du sel. Hein. On est fort occupé de nos jours. On prépare plus tous les repas comme on faisait avant nous-mêmes. Et donc, on achète des repas pré-préparés. Et c'est intéressant de lire la composition de ces repas. Et on n'imagine pas à quel point les taux de sel, des fois, et de glucides sont élevés. Et donc là, si on va rajouter encore du sel, non, ça, c'est pas bien. Mais c'est pas si évident que ça de lire les compositions des aliments. Enfin, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le glucide ou ce que c'est que la composition du sel, etc. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, même des petits ateliers comme ça avec une diététicienne pour apprendre à lire une étiquette. Je pense que ça serait intéressant. Oui, mais en général, je crois que le plus d'infos il y a sur un étiquette avec plein de désinformations, le moins bien en général. Hein. Alors, s'il n'y a pas trop de choses, c'est bon. Oui, on va à la ferme, je crois, c'est mieux chercher ces aliments. C'est ça. Par exemple. C'est ça. Alors, il faut certainement éviter tout ce qui est déjà préparé, fabriqué dans les usines. Ça, il faut vraiment éviter. Ça donne beaucoup plus de quantité de sel, mais aussi ça donne aussi beaucoup plus d'obésité. Alors c'est vraiment important de faire la cuisine nous-mêmes. Et d'éviter tout ce qui est déjà préparé et les plats pré-préparés, il y a beaucoup d'additifs aussi. Le sel, ça reste mauvais pour la santé. Oui, ça conserve bien, l'humain aime bien, alors, et c'est pas très cher, alors c'est super pour mettre partout, pour vendre, ça vend très bien. Ouais. Alors, on doit encore faire une petite pause. Et donc, chers auditeurs, je vous demande de rester avec nous. Il nous reste encore quelques questions. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous appeler au 0488 106 800. Et donc, je vous dis à tout de suite dans Santé pour tous. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour. Dernière ligne droite dans cette émission. Nous parlons des reins dans Santé pour tous. Alors, je reviens vers le Dr Ward parce que un des problèmes que l'on constate souvent, c'est la présence de calculs rénaux. On en a un tout petit peu déjà parlé. Comment est-ce qu'on peut prévenir les calculs rénaux, Dr Ward ? C'est une excellente question et mieux vaut les prévenir parce que c'est très, très douloureux. Alors, on sait, quand on a eu un calcul, que le risque d'avoir un prochain calcul dans les 10 ans est de 50%. Donc, si on peut prévenir, ça vaut vraiment la peine. Et comme ma consoeur, Dr Colson, le disait, il faut avoir une hygiène de vie la plus saine que possible et surtout s'hydrater avec de l'eau, bien sûr. 1 litre pas du Coca Light. Non, pas de boisson gazeuse ni sucrée. Ça peut vraiment provoquer des calculs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi la prévalence de calculs rénaux a fortement augmenté. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des familles, il y a un lien génétique qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais on voit des familles entières où maman a des calculs, la tante a des calculs grand-mère, ou grand-père, et donc oui, il y a un lien génétique, mais le régime alimentaire est quand même primordial. Il faut s'hydrater, et ça, on ne le fait pas toujours, parce qu'il y a d'autres pathologies sous-jacentes. Par exemple, quand on est incontinent, on s'arrête de boire, et ça
c'est très mauvais parce qu'alors on va avoir des infections urinaires. Ah zut, les infections urinaires peuvent aussi provoquer des calculs. Et donc il faut éviter d'arriver dans des cercles vicieux, et l'hydratation et l'hygiène de vie est très importante. D'accord. Donc on a compris que voilà, vous insistez bien sur l'alimentation et une bonne hygiène de vie pour prévenir justement. Oui, et voilà pourquoi la diététicienne est aussi clé dans notre clinique de la lithiase du calcul. Alors Madame Poitvin, je reviens un petit peu vers vous aussi. Par rapport à l'association, quels sont les professionnels qui font partie de l'association et quel impact votre association a sur les usagers, les personnes ? Merci pour votre question. La Société internationale de néphrologie compte à peu près 8500 membres dans le monde entier. C'est surtout des personnes qui sont en lien avec la santé rénale. Donc on a des néphrologues, des infirmiers spécialisés, des chercheurs aussi. Et plus récemment, on a inclus quelques patients aussi parce que ASN a voulu développer un peu la relation médecin-patient dans ses angles de travail. Et quant aux impacts, ASN, du coup, comme c'est une société internationale, elle a un impact au niveau international. On travaille avec notamment l'Organisation mondiale de la santé et sur des politiques spécifiques aux maladies rénales, et ainsi que les institutions européennes avec lesquelles on a un lien, et on travaille sur des politiques de santé aussi. Et particulièrement, la Journée mondiale du rein permet à la Société internationale de néphrologie d'avoir un impact aussi au niveau international. On a pu voir cet impact grandissant au fil des années. Cette année, on fête notre 17e journée mondiale du rein, donc c'est assez important pour une journée mondiale. Et d'un point de vue des événements qui sont organisés, on a de plus en plus des événements qui sont organisés par les organisations locales. En 2021, il y a eu plus de 1100 événements qui ont été organisés dans plus de 80 pays. On est aussi vachement suivis sur nos réseaux sociaux. On a plus de 100 000 followers, donc nous, on est présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Donc, je vous encourage à suivre nos réseaux sociaux. On a aussi réussi à avoir un impact médiatique assez important l'année dernière. On a pu avoir des célébrités internationalement connues, comme par exemple Selena Gomez, qui est une actrice américaine qui a eu une transplantation rénale suite à un lupus. Et du coup, qui a pu mettre un message sur ses réseaux sociaux. On a eu d'autres célébrités comme Andrew Cole, qui est un ancien joueur de football anglais. On a eu le prince Daniel de Suède, par exemple. On a Amy Purdy, qui est une athlète paralympique, qui a aussi subi une transplantation rénale et qui est aussi beaucoup suivie sur les réseaux sociaux et qui ont posté un message sur leurs réseaux sociaux. Et enfin, on a aussi beaucoup de monuments qui sont éclairé aux couleurs de la Journée mondiale du rein. Et notamment, faisant cette émission aujourd'hui à Bruxelles, je vous encourage à aller voir le Mannequin Peace, qui est habillé tous les ans aux couleurs de la Journée mondiale du rein. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Et ça fait 3 ans qu'on le fait, et là c'est la 3e année, et du coup le 10 mars il sera habillé, donc j'encourage tous nos éditeurs à aller voir le Mannequin Peace. Vous faites un petit selfie avec le Mannequin Peace avec les couleurs de la Journée internationale du rein, donc c'est super. Ces exemples sont sympas et ça montre à quel point les reins sont importants, et surtout pour répondre à la question, est-ce qu'on peut alors vivre sans reins ? Bah oui. Parce que ça, c'est une question très importante. Alors, on peut vivre sans rein, mais on ne peut pas vivre sans néphrologue. Parce que le néphrologue, il est là. Si on n'a pas de rein, on a besoin du néphrologue. Parce qu'il y a la dialyse. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Et je vais donner la parole à ma consoeur Anne, qui est l'experte en dialyse rénale. Et donc, bien sûr, si on veut éviter la dialyse, alors on peut faire appel à une transplantation des reins. Ce n'est pas toujours possible. Il y a tout un bilan complet que différents médecins, dont l'urologue, participent à ces bilans pré-transplantation. Et donc, oui, si on peut faire une transplantation, évidemment qu'on le fait, mais ce n'est pas toujours possible. Et alors, on reste en dialyse. Et ça a c'est quand quoi même la un dialyse, Dr Colson ? Oui, alors, c'est un mot qui fait choquer un peu les gens, et je comprends complètement, mais c'est quand même vital. C'est un traitement qui remplace la fonction des reins. Alors, quand les reins ne fonctionnent presque plus, il faut avoir une autre solution. Et alors, ça veut dire une greffe de quelqu'un d'autre, mais pour ça, il y a des listes d'attente qui sont des listes qui sont trop longues. Et alors, entre-temps, on a besoin de notre traitement pour purifier le sang.
Et alors ça, c'est une machine qui purifie le sang, ça c'est la dialyse. Et alors les gens viennent un peu dépendants parce qu'il y a plusieurs techniques de dialyse, mais disons la dialyse le plus courant en Belgique, c'est la hémodialyse. Ça veut dire que les gens viennent dans les centres de dialyse 3 fois par semaine, ou ils peuvent aussi le faire à la maison. Et il y a la dialyse péritonéale, ça veut dire une dialyse, une autre technique qui est tout à fait, comment on dit ça, qui est tout à fait aussi bien, mais qui a quand même un autre impact sur la vie des patients. Alors la dialyse péritonéale, ça se fait à la maison d'office et ça on fait tous les jours. Mais à l'autre côté, la dialyse péritonéale, c'est une manière pour purifier le sang par le ventre, par le membrane péritonéale. Et ça donne, comme on reste à la maison, en général, ça peut quand même donner une qualité de vie un peu mieux. Mais ça dépend un peu des patients, évidemment. Mais dès qu'on est en dialyse pour une insuffisance rénale terminale, on n'a plus de choix. Les patients viennent, c'est pas parce qu'ils aiment venir, certainement pas, mais c'est parce qu'ils choisissent pour vivre, pour continuer la vie. Et alors, ils doivent continuer la dialyse. C'est combien de fois par semaine, par mois? Oui, non. En fait, la hémodialyse dans un centre ou à la maison, en général, mais un peu dépendant de situation, mais en général, c'est 3 fois par semaine. Ah, quand même. Chaque semaine, oui. À peu près 4 heures. Mais il faut encore compter le temps d'arriver au centre, d'être branché. Il faut attendre beaucoup. Ça prend quand même 3 fois par semaine, une demi-journée. Et pour certains gens qui sont âgés, certainement, c'est très lourd parce que le reste de cette journée, en général, ils sont très fatigués parce que ça fatigue énormément le corps. Soit la dialyse, soit le fait qu'on a une maladie vitale. Alors oui, c'est quand même à éviter, certainement. Et Dr Ward, comment on fait pour soigner l'insuffisance rénale au-delà de la dialyse? Il y a autre chose à faire à part la dialyse? Il y a bien sûr l'insuffisance rénale aiguë. Et si on trouve la cause, on va traiter la cause. Si c'est un calcul, on va traiter le calcul. Si c'est un problème de diabète qui n'est pas bien réglé, on va adapter les médicaments. Si l'hypertension ou si c'est une toxicité, on va arrêter de prendre certains médicaments. Si c'est une insuffisance rénale chronique mais qui n'est pas terminale, donc où le rein fonctionne encore mais pas à 100%, alors on va être axé sur la prévention ensemble avec le néphrologue, la diététicienne, le médecin traitant, le pharmacien. On va arrêter certains médicaments, on va inciter à faire du sport, boire. Et si c'est une insuffisance rénale terminale, alors on peut pas éviter la dialyse. Et donc, d'où l'importance de ces journées mondiales, d'où la nécessité de venir en parler ici à la radio et de dire que prévenir, c'est mieux que guérir. Oui, ça c'est sûr, j'entends bien. Moi, je voulais revenir aussi vers Madame Poitvin. Comment nos auditeurs pourraient soutenir votre campagne aujourd'hui? Merci pour votre question. Peut le faire de différentes manières. Déjà, je les encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme je le disais précédemment, on est présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Vous pouvez nous trouver sous le nom de World Kidney Day. Ils peuvent partager nos posts avec leur communauté et participer au challenge que je mentionnais un peu plus tôt, le challenge Show Your Kidneys. Ils peuvent aussi organiser une activité pour essayer de rassembler leur communauté et de parler des maladies rénales et de la prévention. Et ils peuvent aussi participer à une activité qui va être organisée dans leur communauté, dans leur ville. Pour ça, ils peuvent aller visiter notre site internet, c'est www.worldkidneyday.org. Et sur ce site internet, on a une carte qui recense toutes les activités qui sont organisées dans le monde. Et du coup, j'encourage les gens qui organisent une activité à nous faire parvenir leur activité et à partager avec nous sur les réseaux sociaux ce qu'ils organisent, les photos de leurs événements, etc. Et enfin, j'encourage tout le monde à aller voir notre site internet pour en apprendre plus sur la campagne et sur les maladies rénales. Oui, merci, c'est gentil et j'espère que nos auditeurs, vous allez partager tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Moi, j'avais envie de demander au Dr Colson, quels conseils vous donneriez à nos auditeurs aujourd'hui, à ceux qui nous écoutent, par rapport
à la prévention, ou peut-être par rapport aux reins, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs? Alors, si on est jeune et en bonne santé, il faut certainement pas oublier que la santé n'est pas gratuite, hein, qu'il faut maintenir une alimentation saine, il faut boire chaque jour assez d'eau, il faut faire les sports, il faut éviter le surpoids. Et dès qu'on a quand même, ou on est déjà quand même atteint par quelques facteurs de risque, hein, comme des maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, ou membres de famille, etc., là, il faut certainement se laisser contrôler par le médecin traitant pour voir si tout va bien, pour s'assurer, mais aussi pour découvrir des choses qu'on veut quand même découvrir à temps et pas trop tard. Et alors, boire beaucoup d'eau, ça reste important pour les gens qui sont en bonne santé. Ça veut pas dire que, à un certain moment, pour les gens qui sont atteints par les maladies sévères cardiaques et ou rénales, parce que ça va souvent aussi ensemble, là, ça peut être qu'on va quand même qu'on va limiter l'apport d'eau. Alors, à un certain moment, on devient un patient chronique avec certaines maladies, et là, l'histoire est un peu différente. Alors là, il faut juste écouter le conseil du médecin, mais pour prévenir et quand on est en bonne santé, il faut certainement, pour rester en bonne santé, boire beaucoup d'eau. Et avoir une bonne hygiène de vie de manière générale. Oui. Et Dr Ward, un petit conseil pour nos auditeurs pour terminer cette émission? Eh bien, écoutez votre émission chaque semaine pour apprendre plus sur la santé et sur la prévention. Oui. Et voilà. Et pour les téléspectateurs, vous aurez remarqué, nous avons tous un verre d'eau autour de la table. Et donc, hydratez-vous, ça c'est vraiment important. On s'est tous hydratés pendant cette émission. C'est vrai, je confirme. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Et j'avoue que moi, en plus, je suis pas une grande buveuse d'eau, mais je fais des efforts. Et que là, c'est vrai que pendant l'émission, j'ai bien bu mon petit gobelet d'eau. Vous avez peut-être quelques conseils pour nos auditeurs, Mademoiselle Potvin? J'encourage tout le monde à participer à la Journée mondiale du rein qui va se passer jeudi prochain, donc le 10 mars 2022. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé tous les trois. Vous retrouvez le podcast de notre émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et donc, on pourra partager des extraits tant sur Arabelle, mais que sur vos réseaux. Et peut-être, on sera ravis de partager. Voilà, ce sera très chouette. Et comme ça, on pourra réécouter tout ce qui a été dit aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser vos questions et peut-être à aller vers l'association si vous avez des questions. Ne restez pas dans... Voilà. Sans savoir si vous avez un doute par rapport à vos reins. Merci à tous et je vous dis donc dans 2 semaines, nous parlerons du sommeil avec des spécialistes de l'hôpital Saint-Jean. À très bientôt, chers auditeurs.